Monsieur le Président de Docomomo France, chers amis, Mesdames, Messieurs, qui êtes tous là pour de bonnes et justes raisons, que vous soyez architecte, maître d'ouvrage, historien, entrepreneur, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette belle journée ensoleillée, on ne le voit pas tellement ici, mais dehors, vous avez vérifié, qui va se consacrer à un sujet tout à fait important, l'architecture du XXe siècle, matière à projet. On ne pouvait pas mieux dire, mais vous êtes sûr qu'une seule journée va vous suffire, Monsieur le Président? Non, non. C'est pas, non, non. Donc ce n'est que le début d'une longue aventure qui d'ailleurs dure depuis pratiquement la création de Docomomo, que je salue et dont je célèbre à la fois l'engagement en faveur de la protection et de la meilleure connaissance de l'architecture du XXe siècle. Je voudrais aussi vous annoncer que nous avons depuis quelques jours un nouveau directeur de l'école de Chaillot, qui est Benoît Melon, qui était conseiller architecture de la DRAC Occitanie, qui est architecte urbaniste de l'État, qui a été architecte des bâtiments de France, qui connaît donc bien l'ensemble des problématiques qui se posent et qui sera aussi, si vous le souhaitez, un de vos interlocuteurs pour évidemment travailler à ce que la formation à la fois des diplômés sur le DSA patrimoine et aussi les architectes urbanistes de l'État puissent bénéficier de vos lumières et progresser aussi dans une meilleure connaissance, une meilleure appréhension et une meilleure valorisation du patrimoine important du XXe siècle. Sur le patrimoine du XXe siècle, vous le connaissez beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas m'approfondir ou m'apesantir sur le sujet. Vous dire que j'avais été très heureuse lorsque j'étais directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne d'assurer assez vite après la création du label du patrimoine du XXe siècle la reconnaissance d'un certain nombre de beaux édifices en Bourgogne, dont la très belle église Sainte-Bernadette du Banlay dans la Nièvre, et de me rendre compte à ce moment-là du diagnostic que vous portez tous, qui est le fait que le patrimoine du XXe siècle est à la fois méconnu mais très utilisé. C'est-à-dire que effectivement, les gens le vivent comme un cadre de vie quasi disponible, sans en mesurer forcément la valeur patrimoniale, la valeur de la qualité architecturale, la qualité d'invention dont elle fait preuve. Et je pense qu'il était important que le ministère de la Culture aille plus loin. Et effectivement, c'est ce qui a été fait lors de la loi liberté de création, architecture et patrimoine, qui crée donc le label important de patrimoine remarquable contemporain, c'est ça ? Architecture contemporaine remarquable, zut, architecture contemporaine remarquable, qui, patrimoine du XXe siècle, c'était plus facile, hein. Architecture patrimoine remarquable, qui est donc une démarche assez symétrique et proche de celle, évidemment, du classement monument historique, et sur lequel nous en parlions tout à l'heure avec un architecte en chef des monuments historiques. Il est important de pouvoir lui donner toute son ampleur et tout l'impact qui lui est nécessaire pour le rendre complètement opérationnel. Donc vous avez une journée remplie, chargée, qui va s'interroger à la fois sur les éléments d'une meilleure connaissance de ce patrimoine et surtout sur l'ensemble de l'appréhension des matériaux à la fois intellectuels et aussi, je dirais, pratico-pratiques, qui vous permettent de pouvoir en assurer à la fois sa préservation et sa mise en valeur auprès du grand public qui doit s'en emparer comme d'un élément plein de patrimoine. Cette connaissance est à la fois indispensable et incontournable, donc elle repose sur vous, elle repose aussi sur nous, et je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et de célébrer à travers ça une coopération tout à fait nécessaire et indispensable. Très belle journée à vous. Merci. Merci, Madame la Présidente, et merci de cet accueil. Peut-être je vais me livrer un petit rappel très synthétique pour ne pas déborder sur l'horaire. Si vous...
Docomomo a été créé lors de la conférence d'Eindhoven aux Pays-Bas en 1990 sous l'impulsion de deux architectes, Hubert Jan Henket et Wessel de Jong. Très rapidement, une section française s'est constituée à l'initiative de Gérard Monnier en 1991, donc une année après la constitution de l'association. Gérard Monnier en a été président jusqu'en 2001. Il a été ensuite président d'honneur et vous le savez, il nous a quittés à la fin de l'année 2017. La seconde conférence de Docomomo, après celle d'Eindhoven, a été, et c'était bien sûr symbolique, s'est déroulée au Bauhaus de Dessau en 1992. Et en fait, dès cette seconde conférence, il y a eu un rassemblement extrêmement prometteur de représentants de très très nombreux pays. Docomomo n'a cessé de grossir, de grandir depuis cette date et surtout de toucher des territoires et des régions nouvelles et aussi de nouveaux genres d'architecture, puisqu'en fait, à partir de la définition de base, on pourrait dire, du mouvement moderne, eh bien, la question est régulièrement posée jusqu'où va-t-on dans cette acceptation. Actuellement, par exemple, des débats portent sur doit-on intégrer, par exemple, le mouvement postmoderne comme une filiation du mouvement moderne, ce qui est par antinomie, ce qui est quand même une question assez intéressante. L'organisation est maintenant internationale, très internationale, elle concerne les 5 continents. Hier, la section française a reçu une demande de soutien de la part du Qatar qui souhaite fonder une section Docomomo. Voilà, Docomomo est à l'aube de fêter ses 30 ans, ce qui sera fait à Ljubljana au mois d'août de cette année. En 1990, à l'issue de la conférence fondatrice, 6 objectifs, en fait, appelés les objectifs d'Eindhoven, ont été définis. Et en 2014, lors de la 13e conférence internationale, les conférences ont lieu tous les 2 ans, qui avait eu lieu à Séoul, ces objectifs ont été réactualisés et sont aujourd'hui au nombre de 7. Voilà, on en a gagné un objectif en plus. Mais je voudrais les rappeler, c'est très bref, pour situer nos actions et le cadre dans lequel nous opérons. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'importance de l'architecture du mouvement moderne auprès du public, des autorités, des professions et de la communauté éducative. Déjà ça, c'est quand même une mission assez lourde. Ensuite, c'est identifier et promouvoir l'étude des œuvres du mouvement moderne. Je reviendrai sur ces questions. Le troisième, c'est promouvoir la conservation, l'usage et la réaffectation des édifices et des sites du mouvement moderne. Le quatrième objectif, c'est s'opposer à la destruction et à la dénaturation des édifices de référence. Je reviendrai aussi sur cette question. Ensuite, c'est favoriser et diffuser le développement des techniques et des méthodes de conservation appropriées, ainsi que des usages et des réaffectations adaptés. Le sixième, promouvoir le financement et la conservation de la documentation de l'usage et de la réaffectation des édifices. Et enfin, le septième, c'est explorer et développer des idées nouvelles pour l'avenir d'un environnement bâti durable, basé sur les expériences passées du mouvement moderne. Ce dernier objectif est assez complexe puisqu'il fait intervenir en fait les situations contemporaines, mais aussi la filiation avec les idéaux du mouvement moderne. La dernière conférence, d'ailleurs, à Lisbonne, en 2016, portait sur la réutilisation et l'adaptation de l'architecture, car nous sommes bien conscients que c'est une question qui se pose au monde contemporain actuellement et pratiquement et dans tous les pays. La journée d'aujourd'hui se situe donc dans cette lignée des développements des actions de Docomomo. Le besoin d'organiser cette journée n'est cependant pas issu simplement d'un climat qui serait extrêmement favorable pour la sauvegarde de l'architecture du XXe siècle. Et sans m'appesantir sur cette question, il faut signaler qu'à côté des mesures positives qui changent le contexte juridique et les fonctionnements des instances en charge de ces questions, Madame la Présidente a rappelé certaines de ces mesures, notamment, de nombreux cas montrent les difficultés qui subsistent dans la gestion de l'héritage architectural du XXe siècle. À Grenoble, à Clichy, à Nanterre, à Châtenay-Malabry, à Lille, à Caen, à Toulon, et la liste pourrait être plus longue, eh bien partout en France, Docomomo est concerné par des alertes qui touchent des édifices reconnus que l'on croyait préservés. C'est le cas de la Maison du Peuple de Clichy, dont une splendide maquette est présentée dans la salle du musée,
ici même, ou des édifices, qui touchent des édifices qui ne sont pas encore reconnus, qui ne sont pas encore l'objet d'une reconnaissance, et effectivement dont la déconsidération relève souvent d'une méconnaissance. Ce qui montre, ça a aussi été rappelé par Madame la Présidente, ce qui montre l'intérêt, bien sûr, avant toute chose, de développer la connaissance des édifices qui nous concernent. À côté des actions que nous menons, qu'elles soient militantes ou scientifiques, le bulletin de Docomo qui portait sur Claude Parent, le dernier en date, un bulletin spécial, l'inventaire, les visites de sites, la participation aux instances aussi, aux nouvelles instances comme les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture, il nous a semblé important de proposer d'exposer quelques cas significatifs où l'héritage architectural n'est pas considéré comme un fardeau, mais comme un atout. C'est l'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'est de montrer justement des cas où finalement l'héritage architectural du XXe siècle est une ressource pour le projet contemporain. C'est la logique que nous avons adoptée et qui finalement nous permet d'avoir, je dirais, une attitude positive et prospective par rapport aux questions qui sont posées. Nous avons d'ailleurs emprunté une partie seulement de la formule utilisée pour un appel à projet de recherche du ministère de la Culture, dans le titre « Architecture du XXe siècle, matière à projet ». Il y a un appel du ministère de la Culture qui porte, évidemment, qui emploie les mêmes termes. Ces exemples touchent plusieurs échelles. Je voudrais insister là-dessus, comment a été composée finalement cette journée. Des échelles qui vont de l'ensemble urbain aux composants de l'architecture, qui relèvent de pratiques aussi ouvertes et plurielles. Il n'y a pas forcément de doctrine figée sur ces questions, et notre objectif est de profiter de ces expériences. Enfin, elles touchent des édifices de valeurs extrêmement différentes, vous allez le constater. Mais ces pratiques ont un point commun, et je voudrais insister là-dessus, c'est pour ça qu'elles ont été choisies, ce sont des pratiques qui sont raisonnées. C'est-à-dire qu'en fait, la pratique par rapport aux bâtiments qui existent ne repose pas sur des évidences aveuglantes ou sur des a priori, mais plutôt sur des raisonnements et sur un argumentaire qui est solide, qui concerne à la fois l'histoire ou encore des postures plus scientifiques ou techniques. Ces pratiques sont donc, à notre avis, transposables et nous pensons qu'elles intéressent non seulement les concepteurs, mais également les entreprises et les maîtres de l'ouvrage, qui ont aussi ici, bien sûr, une parole à tenir par rapport à ces questions. Enfin, ces pratiques sont ouvertes au débat et je vous engage d'ailleurs à y participer activement. Voilà, j'espère que dans l'avenir, nous pourrons poursuivre ici même, ailleurs aussi, mais ici même, ce genre de rencontres qui me semble assez profitable à toute la collectivité que je mentionnais. Et donc, il est logique que je termine par quelques remerciements appuyés. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour l'accueil de cette manifestation, sa présidente, bien sûr, que nous venons d'entendre, Marie-Hélène Contal et David Péisséré, qui ont été les principaux maîtres d'œuvre, je dirais, de la journée et de ce qui va s'y passer ici, les différents intervenants, du dernier, le grand témoin, qui est ici au premier rang. Donc le grand témoin va pouvoir témoigner, puisqu'il est déjà en train de prendre des notes, mais aussi tous les intervenants qui ont accepté de présenter soit les études de cas, soit de participer, bien sûr, aux tables rondes. Le ministère de la Culture, c'est important parce que Docomomo, depuis 2 ans, est lié au ministère de la Culture par le biais d'une convention et le ministère de la Culture nous soutient dans nos activités. L'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France aussi, qui nous soutient et qui a fait preuve de grande générosité récemment. Et toutes celles, en fait, et ceux qui ont concouru quelquefois dans l'ombre à cette manifestation, le conseil d'administration de Docomomo, le conseil scientifique, le noyau dur de l'association, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire en fait le noyau extrêmement actif qui permet à une association de vivre, bien sûr, très activement à partir de ses nombreuses activités, particulièrement son secrétariat, mais également tous les adhérents institutionnels ou individuels de l'association. À ce sujet, d'ailleurs, ils peuvent tout à fait augmenter en nombre et des bulletins d'adhésion sont à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Patricia Martideau, architecte urbaniste.
Oui, et Loïc Josse, architecte urbaniste, donc on va essayer de faire une petite présentation à deux. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Oui, bon, tout d'abord, un petit rappel historique sur la Cité de l'Étoile. Donc, c'est un peu la rencontre entre les concours des opérations millions du MRU et l'abbé Pierre, qui voulait réaliser effectivement sa première cité, cité de logement social et non plus cité d'urgence. Et donc, il y a un terrain à Bobigny, on le voit, qui est à côté de l'hôpital Avicenne, qui est à côté, on voit les courtillères qui sont en train de se construire, le pont de Pierre. Donc, on est dans un endroit où, effectivement, vont se réaliser un certain nombre d'opérations qui sont des opérations intéressantes. On appellera d'ailleurs le grand quadrilatère actuellement sur Bobigny. Et donc, après cet appel, la suivante... Ouais. On arrive à effectivement un projet d'une cité de logement social qui est d'environ 700 logements. Donc l'architecte, Candilis Josic Woods, l'équipe, et avec en gros 700 logements, 500 logements à peu près, 500-600 logements en bâtiment R+3, dont on va voir que la typologie était tout à fait particulière parce qu'elle ressortait du concours de l'opération du MRU, et puis une tour. Elle n'était pas forcément dans les premiers plans masse, elle arrive à un moment. Et donc cette opération va se dérouler en gros depuis 56 jusqu'en 63, les derniers chantiers de la cité. Bien, donc je vais vous présenter un petit peu l'évolution de la cité de Bobigny à travers le temps. Tout d'abord, l'architecture et son époque. Donc on a simplement voulu signifier une chose, c'est que l'architecture, quelle qu'elle soit, elle passe à travers une succession de filtres, que ce soit les filtres, alors là, effectivement, la construction de masse. Il y a aussi des normes. On a la construction, le type de construction de l'époque aussi qui est représentatif dans l'architecture du XXe siècle, mais dans toutes les architectures de toute façon. On est obligé de passer à travers tous ces filtres. Et pour la réponse qu'a apportée Candilis et Josic sur la construction de masse, ils ont vraiment travaillé sur la cellule. Donc la cellule, là, on la voit à travers la composition de la façade, mais tout d'abord, la réflexion a commencé au niveau du plan de la cellule et de l'organisation très rationnelle de celle-ci, avec des surfaces très maîtrisées, des circulations intégrées dans les pièces, et à partir de cette cellule, qui a été travaillée en plan et en façade, il a commencé à retrouver un système qui s'emboîtait et qui s'assemblait avec la cage d'escalier et les coursives. Donc vraiment, le processus architectural et la démarche vient vraiment conditionner un petit peu toute l'architecture après, ensuite, qui sera développée. Donc à partir, effectivement, de la cellule, il arrive à composer les bâtiments les uns par rapport aux autres, et à partir de ces bâtiments-là, il arrive à avoir des morphologies urbaines diverses qui va articuler ensemble pour pouvoir composer un plan urbain. Donc en fait, ils font vraiment partie d'une architecture rationnelle, mais avec une rationalité qui permet une composition. Donc c'est une architecture rationnelle composée. Voilà. Donc on a effectivement ces différentes étapes qui s'enchaînent. Et on arrive effectivement à des bâtiments qui sont avec une façade qui, a priori, est très répétitive, mais néanmoins travaillée au niveau des percements, des pleins, des vides, des ombres portées et des différents nus. Alors, effectivement, dans l'évolution dans le temps de ces bâtiments, voilà. On a un petit peu mis un petit peu les différentes époques. Donc, dans les années 80, ce bâtiment-là a aussi est passé par les filtres de son époque. Donc, on a des fenêtres PVC qui sont arrivées, les ouvertures. Il fallait à ce moment-là isoler mieux les bâtiments, et donc les ouvertures ont été progressivement fermées. Et on y reviendra aussi sur les colorations des bâtiments qui ont évolué.
Donc l'architecture en 2014 de ces bâtiments, aussi bien les bâtiments hauts que les bâtiments bas. Alors, tu peux peut-être dire un petit peu. Oui, et à partir de là, donc, il y a eu aussi une intervention qui commençait de démolition, puisqu'il y a eu la démolition, on le voit sur où il y a l'immeuble en violet, de démolition déjà d'un ensemble, de recomposition de ce qu'on a appelé la place Epstein, puisque c'est le nom du lieu, donc qui commençait déjà à avoir une vision un peu de démolition qui était presque sur l'ensemble, en fait, qui amorçait presque une démolition sur l'ensemble du site. Alors, par rapport à ça, on a eu effectivement, donc nous on s'inscrit effectivement dans un moment sur un programme de rénovation urbaine donc en rue, et l'idée par rapport à plusieurs hypothèses qui étaient des hypothèses de démolition était de garder des séquences significatives en fait de ce patrimoine, et notamment la partie sud autour du square, ce qu'on appelle le square du Carré Rouge, et puis tout l'épanelage et l'ensemble, l'unité de la rue de l'Étoile elle-même. Donc ça a amené effectivement... non, on revient encore. Voilà, donc l'idée également de démolir effectivement et d'ouvrir aussi, on va le voir à plus grande échelle, et d'ouvrir la cité vers l'ouest, vers le Grand Parc de la Motte et vers les autres opérations que sont les courtillères d'illustration par un nouveau mail qui s'appelle le mail Simone de Beauvoir. Et dans cette démarche également urbaine, de passer en fait de la cité un peu au quartier avec de créer de l'espace public, y compris le square de Carré Rouge, qui n'est plus un espace intérieur de la cité, mais qui devient un square public de la ville de Bobigny. Et donc, voilà, donc, avec dans ce projet, effectivement, la reconquête de terrain, de construction nouvelle. Donc là, il y a eu une centaine de logements neufs reconstruits par Emmaüs Habitat, d'architecte Badia Berger, donc qui ont fait l'objet effectivement d'un travail d'assemblage pour garder effectivement la perméabilité de la Cité de l'Étoile par rapport au Grand Parc de la Motte. Voilà, et donc ça s'inscrit effectivement, on le voit, la Cité de l'Étoile est en bas à droite, dans un schéma général d'aménagement où on voit le pont de Pierre, l'hôpital Avicenne, l'université de Paris 13 et les courtillères en fond de perspective. Alors ensuite, effectivement, comment est-ce qu'on a un petit peu procédé par rapport à l'étude de la Cité de l'Étoile? Donc effectivement, on a eu tout un travail de recherche déjà et d'essayer de vraiment comprendre la pensée des architectes au début et de comprendre un petit peu tous les mécanismes qui ont conduit à cette architecture. Et ensuite, on a été confronté effectivement au fait de réparer et comment réparer ce qui avait été modifié, tout en s'inscrivant aussi dans notre époque, donc actuellement. Donc, ce ne sont pas des montages. À chaque fois, ce sont des photos des différentes époques. Donc, en 60, où on avait effectivement un graphisme. Alors, c'est une photo noir et blanc, puisqu'on a en fait essentiellement que des photos noir et blanc de l'époque, mais qui montrent bien les contrastes, mais qui ne nous donnent pas une réalité des différentes couleurs. Et ensuite, dans les années 2000, enfin c'était vers les années 90, où il y a eu effectivement ce phénomène de fermeture des menuiseries, notamment les verticales. Toutes les menuiseries verticales ont eu des pleins en partie basse, et puis le travail sur du PVC qui a alourdi tout le dessin d'origine. Et la dernière, effectivement, c'est la réalisation effectuée sur la tour, hein, puisque la tour actuellement est en cours de finition. On va le dire plus vite. Voilà. Donc les autres éléments en fait qui ont dénaturé un petit peu l'image et qui faisaient qu'on arrivait à une image un peu triste effectivement de la cité, on le voit ici, c'est les différentes phases de coloration. Donc on a retravaillé, puisque en fait là on n'est pas sur des bardages, on est sur des enduits en fait et de la peinture. Donc on a retravaillé sur la coloration globale de la cité. Alors on peut montrer
Voilà, donc nous, à la différence de Bagnols sur 16, qui est de la même époque, mais où il y a des photos de couleur, nous, on a sur l'étoile, on a que des photos noir et blanc, mais qui montraient quand même bien le contraste, hein, la volonté qu'on avait toujours de travailler, de faire de mettre en avant des volumes, de travailler avec les menuiseries, et les menuiseries, en plus, prennent une part importante dans la façade. Et donc, là, il y a eu deux phases. Une première phase, là, on a encore les menuiseries bois d'origine, mais on a déjà une coloration où on a remis des pastels bleus, roses ou orange. Et puis, il y a eu une deuxième phase qui était plus brutale, où tous les contrastes ont été complètement gommés. Et on a un camailleux, c'est l'état actuel de la cité avant l'intervention, où on a un camailleux de gris beige, gris bleu. Voilà. Donc nous, on a retravaillé effectivement pour retrouver la notion de contraste, donc sur les deux types de façades, avec trois couleurs, hein, qui sont le blanc, le noir des menuiseries et un gris qu'on a réussi à retrouver. En fait, on a proposé un gris qui correspond à ce qui nous semblait intéressant. Donc ces deux types, et qu'on retrouve d'ailleurs sur le site de façon assez aléatoire ou autre. Donc il a fallu faire une recherche, et donc à la demande du SDAP, hein, de l'ABF, on a engagé une stratigraphie pour essayer de retrouver quelles étaient les couleurs d'origine. En fait, les typologies dont on vient de parler, le type 1, type 2, mais aussi les couleurs, des couleurs plus vives, et qui étaient uniquement situées sur ce qu'on a appelé, nous, des lames, des pignons-lames, c'est-à-dire des éléments qui sont en général des éléments rentrants et qui arrivent dans les articulations des escaliers. Et donc, on a, à la suite de ces éléments-là, on a effectivement retravaillé sur des prototypes et sur des colorations. Donc, il y a un rouge et un jaune. Et on a travaillé effectivement sur des lasures minérales, donc qui permettent de remettre en valeur. Donc là, on a l'exemple de la reprise de la façade sur la rue de l'Étoile. Donc on s'est même permis, comme il n'y a pas de volet roulant, de mettre des rideaux rouges sur cette façade. Et sur la façade, sur le jardin, on a mis des rideaux jaunes qui dialoguent avec... Bon, c'est un jaune or, hein, donc qui renvoie un petit peu la lumière. Donc ça, c'est sur la tour, donc la façade est pratiquement réalisée, il reste le rez-de-chaussée. Et on a fait un prototype pour montrer à la fois aux habitants, mais aussi à tous les partenaires, l'évolution effectivement qu'on pouvait avoir sur la remise en valeur des façades. Alors, transformation. Alors, effectivement, on a été au plus proche, en fait, concernant tout ce qui était façade, expression des nus, etc., pour essayer de vraiment rester et retrouver, en fait, s'appuyer sur ce qui existe pour retrouver une véritable identité des bâtiments de Candilis-Josic et aussi au niveau urbain. En revanche, sur la cellule, il y avait des intentions au début des architectes, en fait, d'avoir une véritable rationalité de la cellule et d'optimiser au maximum, notamment au niveau des circulations, qui étaient directement dans les pièces. Alors, il y a des choses qui se sont réalisées et d'autres pas, puisqu'on voit sur le plan existant que la deuxième circulation à travers la cuisine, salle de bain ne s'est pas faite, puisqu'elle a été tout de suite condamnée. Néanmoins, on arrivait quand même à des problématiques de surface. C'est-à-dire que quand on a analysé tous les plans, on avait des logements qui, par exemple, on prend celui-ci, qui, pour un T3, avait une surface de 50 mètres carrés. Donc, difficilement appropriable actuellement. On a été donc amené à retravailler sur les circulations, à le déclasser, en fait, faire un déclassement pour qu'il soit plus habitable, tout en restant dans le même esprit, c'est-à-dire d'avoir une perméabilité, notamment vis-à-vis des couloirs fenêtres, pour toujours amener un maximum de luminosité dans les logements.
Donc c'est ce qu'on voit un petit peu ici. Donc effectivement, la transformation des logements à plus grande échelle, on se rend compte qu'on a travaillé sur un déclassement pour retrouver une habitabilité et puis que les gens puissent de nouveau se réapproprier à notre époque cette architecture. Alors, pour finir, sur les éléments plutôt de projection nouvelle par rapport à ce type d'intervention. Donc là, vous avez une vue en fait du nouveau mail Simone de Beauvoir, donc qui va ouvrir le quartier vers le parc de la Motte et vers le grand quadrilatère. Et donc, ça imposait effectivement pour la tour de se poser la question effectivement de son adressage, alors que initialement elle était adressée à l'intérieur de la cité plutôt sur le square du Carré Rouge, et en plus le hall avait été un peu transformé et abîmé, je dirais, il y a eu une mise en sécurité effectivement de la tour dans les années 90, qui a un effet positif parce qu'on a un escalier effectivement qui a pu être réalisé à l'intérieur du volume, à la place des celliers, et qui met la tour en sécurité, mais par contre qui avait un peu dénaturé le hall. Et on le voit ici, dans la partie existante, on a un hall qui était sur 2 niveaux et qui donne sur une cour anglaise sur l'extérieur. Donc là, l'idée du projet, c'est à la fois de retourner ce hall pour le remettre sur le nouvel axe un peu central du quartier qui est le nouveau mail Simone de Beauvoir, et en même temps en démolissant une partie de logement du premier étage. Alors on est toujours, j'ai oublié de le dire, sur cette tour sur des demi-niveaux, hein, ça c'est toujours un peu, on retrouve ça dans les différentes tours Candilis, hein, que ce soit à Ivry ou à Marseille, c'est toujours des demi-niveaux. Et donc, avec cette démolition, on arrive effectivement à retrouver un hall retourné et puis d'une belle hauteur qui est à l'échelle effectivement de la tour et qui rend un petit peu l'entrée plus digne que ça n'est. Donc là, on a l'état actuel, et donc c'est pas encore tout à fait fini, c'est en cours de réalisation de chantier. Pareil pour la cité était conçue comme un ensemble unitaire, hein, avec pas de hall, mais c'est des passages traversants dans lesquels on trouvait effectivement les boîtes aux lettres et autres, donc qui ont été dénaturés donc avec des petites céramiques des années 80. Et donc on retravaille effectivement sur réutiliser ces passages traversants en gardant leur transparence visuelle pour installer des halls nouveaux. Donc, et on travaille effectivement sur une écriture qui reprend un peu celle des menuiseries, qu'on est un peu toujours dans le même style, y compris sur un travail qui est fait avec notre paysagiste sur les clôtures. Donc là, c'était d'un prototype, elles seront un peu plus basses que ça. Voilà, donc pour retrouver une écriture en fait de serrurerie qui s'adapte et qui est fidèle à l'esprit effectivement initial du projet. Là, pareil aussi, tout un travail sur des lames qui bougent un peu sur l'ensemble de la cage d'escalier. Voilà, et donc, pour finir, un peu une image de la réalisation future. Donc, pour l'instant, on n'a que la tour qui est réalisée et on démarre les chantiers des bâtiments en bas. Donc avec le square du Carré Rouge, l'idée effectivement de l'insérer non plus dans une cité fermée sur elle-même, mais dans un quartier effectivement de la ville de Bobigny ouvert avec un square public. Voilà. Alors la présentation n'a évidemment pas permis de retracer tout l'historique, je vous en prie, complexe de la cité, mais je dois en dire un mot quand même, puisque en réalité, comment dire, elle explique les participants, hein, puisque très brièvement, et si sans doute beaucoup étaient curieux de finalement voir un peu où en était le projet, c'est aussi que c'est un ensemble qui a échappé à une destruction beaucoup plus importante, et que donc il s'agissait aussi de mettre autour de la table les partenaires qui ont
œuvrer dans ce sens-là et de recueillir leur avis par rapport à la situation actuelle. Donc moi, d'une certaine manière, j'aurais bien envie de commencer à donner la parole aux représentants des bailleurs sociaux qui sont en train de gérer cette opération pour leur demander l'avis, et si vous voulez bien ensuite de peut-être intervenir en fonction de vos positions différentes. Les micros sont devant vous. Oui, bonjour. Oui, effectivement, Emmaüs Habitat avait souhaité, dans l'étude initiale, venir apporter vraiment un niveau de confort moderne, en tout cas à cette architecture. Vous avez compris que pour nous, c'est une résidence emblématique, hein, d'une de nos premières, avec une volonté de conception pour des pièces optimisées, en tout cas un confort pour les familles, avec notamment des usages et des charges réduites. On a les bâtiments bas, par exemple, sont faits en coursive avec une volonté de ne pas avoir d'ascenseur et donc de charges locatives. Ça a été dans cet esprit. Donc l'idée de le mettre thermiquement à niveau avec les dernières réglementations et puis techniquement nous a poussé à réaliser l'ensemble de ces études, d'aller rechercher la couleur d'origine. C'était pas facile parce qu'il y avait plusieurs couches au-dessus, mais on a réussi à les retrouver. Et puis surtout, on s'est attaché à entendre les familles qui sont là, effectivement un peu plus de 700, donc ça fait beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, des familles qui nous disent on est très bien dans cette résidence, il faut apporter le confort. Et quelque part, il y a des usages piétons et parking que l'on a fait mûrir, puisque on a retrouvé des premières photos. On avait chaque hall d'entrée avec quasiment un jeu. Il y avait un toboggan, il y avait des petits jeux. Donc on s'est dit il y a un lieu de vie, il y a un lieu où les enfants sont heureux d'être dans cet environnement qui est effectivement un petit peu fermé. Et par rapport à la ville de Bobigny, un petit peu éloigné du centre-ville, mais quelque part, la modernité du tramway nous a rejoints assez proches. L'hôpital Avicenne est tout proche aussi. Les bus fonctionnent bien sur la rue de l'Étoile. Donc retrouver cette ambiance intérieure et puis cette proximité pour aller, pour pas que les gens se sentent délaissés par rapport au centre-ville, c'était un souhait fort qu'on a travaillé bien sûr avec la municipalité, l'agglomération pour cela. Oui, on parlait des parkings, ça a été aussi une réflexion, puisque vous vous doutez bien que le nombre de voitures à l'époque était beaucoup moins élevé. Donc là, on a trouvé un compromis qui est intéressant dans les images que vous avez vues tout à l'heure. On n'est pas à une place pour un, mais on n'est pas très loin, sans toutefois délaisser les espaces piétons, principalement ce que vous voyez en partie basse, c'est-à-dire le carré rouge, qui est principalement dédié aux usages piétons, et on n'oublie pas le côté parking aérien, puisque effectivement nous n'avons pas de parking en souterrain. Dans les constructions nouvelles que vous avez vues juste sur la partie en bas à gauche, on a pu intégrer en premier sous-sol des parkings de manière en fait à absorber cette demande. Et puis dans ce que nous avions effectivement réalisé dans les années 80, c'est-à-dire sur la place Epstein, effectivement il y a un parking aussi en dessous qu'on continue à réfléchir aujourd'hui, qui n'est plus ouvert, mais on imagine peut-être le réouvrir à terme et avoir une gestion partagée avec les habitants. Voilà. Peut-être un petit mot à Herman, qui est le chef de projet chez nous dans ma direction. Bonjour, donc Herman Cruz, chef de projet renouvellement urbain chez MS Habitat. Moi, je suis arrivé en février 2010, on va dire deux mois avant l'arrêt de l'ancien projet, qui était déjà une convention en rue, qui avait d'autres objectifs. Et depuis, qui avait des objectifs plus classiques en rue, c'est-à-dire retrouver un parcellaire sur du foncier d'une seule emprise qui pourrait à terme faire évoluer une cité et la faire disparaître dans un temps plus ou moins long en fonction de la pression urbaine sur ce genre de quartier.
Et donc, au moment de la reprise du nouveau projet, des études avec vous, Monsieur Klein, avec l'ANRU, le ministère de la Culture, on est reparti sur des nouveaux atouts, reprendre un peu ce que vous expliquiez. Et pour Emmaüs Habitat, pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur Lhomme, on a eu un grand débat sur l'habitabilité des logements en eux-mêmes. On avait plusieurs choix, soit tous les déclasser. Vous avez parlé du déclassement précisément sur des typologies, et donc on avait, on va dire en dehors de la tour, il y avait toutes les typologies du T5 au T3 dans tous les bâtiments bars, et si on les déclassait tous, on se retrouvait avec un très très grand nombre de T2, des T3, quelques T4 et 0 T5. Et donc on a fait le choix lourd, très conséquent, de décider de restructurer les bâtiments de manière oui, on a fait le choix. Et on a cherché comment faire. Et donc, si on prend le bâtiment C, qui est le bâtiment L, que vous voyez au sud de la cité, avec 120 logements, il n'y en a plus que 100, 103 en fonction des arbitrages sur les T5. Et on a des travaux qui restructurent l'intérieur des logements. Et on a cette restructuration. Il y a eu à nouveau un débat quand on est parti dans le logement de restructuration. Soit on fait des logements classiques, donc on rentre et avec une distribution centrale et on ouvre en étoile comme là. Soit on reprend et on conserve les grands traits des particularités des bâtiments d'origine, avec ses perméabilités, ses transparences et ses axes. Voilà. Ça, Emmaüs, on va dire, pas que sous la pression, mais aussi sous les avantages marqués de l'ensemble des partenaires du projet, ont accepté ça, parce que ça entraîne plein de choses. Ça, on le voit pas sur le dessin, mais ça entraîne, on décale par exemple toutes les portes d'entrée de quasiment la moitié des logements, on les décale d'un cran pour se retrouver face à la même, pour retrouver la fenêtre qui est en face et retrouver une perméabilité à travers le logement. Ça paraît, sur un dessin simple, en technique, en vraie vie, dans un logement, c'est des coûts, de la technique, de la structure très très conséquents. Donc on déroule, et puis depuis, ça y est, après, Emmaüs a digéré très rapidement. Alors après, on a une structure de taille humaine, donc on a digéré très rapidement les avantages du nouveau projet. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, l'ancien projet avait disparu. C'est-à-dire que je pense que dès 2011, plus personne, tout le monde avait fait le deuil, c'était fini. On n'a jamais cherché à se dire on avait mieux avant ou on avait autre chose. On a abandonné l'ancien, on a laissé et on est parti sur de nouveaux atouts. Et après on les a travaillés un par un. Alors BBC, plein de sujets qui sont arrivés dans des bâtiments des années 60. Voilà, moi je suis un peu long, mais c'est vrai que ça fait 8 ans qu'on travaille dessus quotidiennement, et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Non, c'est très intéressant. Moi, je pense que vous êtes partis pour être les meilleurs défenseurs de l'attention portée à ces ensembles. Je crois qu'au contraire, c'est un plaisir de vous entendre. Peut-être qu'il serait intéressant d'entendre aussi ceux qui ont joué à un moment donné les gardiens, justement, par rapport aux décisions qui étaient au départ quand même assez radicales, puisqu'il y a une instance de classement, je le rappelle, qui a été prise sur la cité suite au premier projet ANRU, et qu'ensuite elle est gérée évidemment par ces personnes qui, au quotidien, donc il y a à la fois le ministère de la Culture, du point de vue, je dirais, central, et puis aussi la gestion au quotidien par rapport à l'architecte des bâtiments de France qui est en charge du suivi, je dirais, des travaux en question. On va essayer de faire une voix à deux également. Peut-être je vais parler plus particulièrement justement de l'histoire, parce qu'en fait il y a une démarche qui est effectivement intéressante, tu le rappelles, une démarche qui met en place en fait une instance de classement sur cette cité, qui est quand même, d'abord une procédure extrêmement rare au niveau du ministère de la Culture, c'est-à-dire que sur n'importe quel effectivement édifice ou ensemble d'édifices, c'est une procédure qui est très rare, mais qui est d'autant plus rare dans le cadre d'un logement social. C'est-à-dire que c'est même exceptionnel, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'effectivement on mettait en place ce type de démarche, et ça n'a pas été refait depuis. Donc en fait, pourquoi on en est arrivé là, c'est une question intéressante, et sur quoi ça a débouché. Bon, on a vu sur le projet, en fait, le résultat quelque part de cette démarche,
qui, alors pour le coup, moi je l'avais pas revu. J'étais allé effectivement il y a 10 ans maintenant, où on voyait, tu l'as très bien montré, une cité dénaturée qui était totalement méconnaissable, où effectivement les qualités, enfin la fragilité même de l'architecture de Candilis a été complètement effacée. D'ailleurs, ce qui a expliqué totalement le fait que, effectivement, au départ, on a voulu des démolitions, et effectivement, y compris au niveau des usages, il y avait des nécessités de la remettre à niveau, etc. Donc tout ça explique en définitive, effectivement, la volonté d'Emmaüs au départ, quelque part, de modifier considérablement cet élément. Alors, sur l'instance de classement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ça, c'est que je me souviens, moi, dans les journaux, quand l'instance de classement a été prise, il y avait des gros titres dans le Parisien, Mediapart s'était emparé de ça. Globalement, c'était la cité de l'Étoile, monument historique, point d'interrogation. Il y avait même, y compris, je me souviens, c'est-à-dire, on toujours sur YouTube, on a ça. C'est en fait un rappeur qui avait mis en chanson la cité de l'Étoile. Choc Air. Absolument, voilà. Et donc, qui mettait, en fait, il avait joué avec cité historique et il mettait ghetto historique. Voilà. Donc, effectivement, le ministère de la Culture, à l'époque, on avait effectivement pris, je veux dire, avec, y compris le Frédéric Mitterrand, qui était à l'époque ministre de la Culture. Donc, voilà, c'était une époque un peu compliquée aussi de ce fait-là. Mais, donc, pour aller au-delà de ça, c'est dire, en fait, pourquoi une instance de classement et pourquoi cette mesure exceptionnelle ? Parce qu'effectivement, le ministère de la Culture, sur cette cité, s'était rendu compte qu'il y avait un enjeu vraiment au niveau patrimonial extraordinaire. C'est-à-dire que ça a été rappelé, l'appel de l'abbé Pierre, 54, l'opération Million. Alors je rappelle, l'opération Million, c'est du logement social, donc ce qui est aujourd'hui des 3 pièces, 48 mètres carrés, pour 1 million de francs, alors qu'à l'époque, ça coûtait 2 millions. Donc on avait une révolution de ce niveau-là qui était extrêmement importante et qui était très expérimentale et très innovante quelque part. Et c'est aussi, donc 50, tu as rappelé, 55 opérations millions. C'est aussi la fondation quelque part, cette opération-là fonde l'agence, enfin tu connais certainement mieux, Richard, même les choses que moi, de ce point de vue-là, mais c'est la fondation en fait de l'agence Candilis qui effectivement travaille sur ce projet à la demande de l'abbé Pierre. Et c'est un marqueur en fait de l'histoire, cette cité, très clairement. Et en plus, de par sa stylistique quelque part, son appartenance, ça forme un jalon dans l'histoire de l'architecture aussi, parce que en gros, elle est entre ce qui est le mouvement moderne et les principes du mouvement moderne, notamment les 4 grandes catégories qui ont été données et qui ont été suivies dans la plupart des cas, c'est effectivement habiter, travailler, se divertir et puis circuler. Et en réalité, le Tim Tam vient un peu modifier les choses, vient contredire en définitive cette définition même de l'urbanisme. Et dès 53, en fait, sur le Congrès international du mouvement moderne d'Aix-en-Provence, il y a Smithson et Aldo Werneck qui viennent définir d'autres catégories quasiment en opposition en disant, en gros, on va remplacer ça par la maison, la rue, le quartier et la ville. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve à la Cité de l'Étoile. Alors, il y a une notion de contexte extrêmement importante que Candilis va prendre, en fait, très tôt dans sa conception, effectivement, de l'architecture et de l'urbanisme. Et donc, ça en fait de cette cité un marqueur tout à fait exceptionnel. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, le ministère de la Culture s'est décidé de recourir à l'instance de classement. Ce n'était pas du tout, comme on l'a dit à l'époque, une mesure un peu, voilà, bon, on bloque le projet. Non, c'est parce qu'effectivement, il y avait une volonté de reconnaissance de quelque chose et qu'on avait vraiment la pensée qu'on pouvait atterrir sur un projet très intéressant et très respectueux en fait du patrimoine, tout effectivement en mettant à niveau, en termes d'usage et de normes, cette cité. Et alors, pour dire aussi pourquoi on a utilisé cette instance de classement, c'est parce que quelque part, c'était aussi le fruit du travail qu'on avait fait avec l'ANRU précédemment sur plusieurs dossiers et qui a permis quelque part une vraie collaboration. C'est-à-dire que l'instance de classement n'avait pas été décidée uniquement par le ministère de la Culture à l'époque, c'était en concertation avec l'ANRU. Donc globalement, on avait assuré que derrière, un projet puisse se faire. Et donc effectivement, la suite en fait, de l'instance de classement a été de monter en fait, une double expertise, une expertise à la fois architecturale et urbaine qui a été confiée donc à Loïc Josse, et d'autre part une expertise historique et patrimoniale qui a été confiée à Richard Klein. Et ces deux expertises se sont effectivement concertées, travaillées ensemble,
Et il y a eu un enrichissement et ça a défini en gros des nouvelles orientations qui permettaient de repartir sur un projet que vous avez effectivement nommé. Donc il y a eu tout ce travail-là qui était extrêmement important et donc qui fait aussi d'une démarche un peu particulière, je dirais, qu'on n'a presque pas retrouvé ultérieurement dans d'autres dossiers, mais bon, assez logiquement, c'est vrai que là, il y avait quelque chose qui se passait et qu'il fallait que le ministère de la Culture travaille très précisément sur ça. Donc je pense que c'est... Bon, pour conclure, parce que je ne vais pas être non plus trop long, parce que faut que tu... Quoi, pour conclure, c'est dire, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas trop reproductible, c'est clair. C'est vrai que l'instance de classement, j'en ai parlé, c'est une mesure un peu exceptionnelle. Par contre, je pense que ça a eu des effets, y compris dans le nouveau programme de rénovation urbaine, où en gros, aujourd'hui, quand même, une différence fondamentale est d'avoir créé préalablement à un projet urbain une année de réflexion, c'est le protocole de préfiguration, qui permet en définitive de faire des études qui amènent à un projet urbain. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est une nouveauté, et c'est un peu globalement ce qu'on a fait tardivement, c'est vrai, sur la Cité de l'Étoile, qui aurait dû être fait avant, qui n'a pas été fait ou pas suffisamment. Mais donc, quelque part, c'est un peu l'apport de la Cité de l'Étoile dans le cadre, effectivement, de la réhabilitation, de la rénovation urbaine. Voilà. Merci. Alors effectivement, donc moi je suis l'architecte des Bâtiments de France qui arrive en décembre 2013. La date est importante parce que j'arrive après la bataille en fait. J'arrive après la bataille, tout est apaisé. Mes prédécesseurs se sont battus comme des loups pour justement mettre en place l'instance de classement et subir toutes les réactions de contestation qu'il y a eu, parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le protocole de l'ANRU, il n'y a pas de différenciation entre phase des études préopérationnelles qui doivent être validées avant d'engager les études opérationnelles. Et donc, on se retrouve un peu avec un projet qu'on dit bloqué, et qui doit rétropédaler sur le plan financier, ce qui coûte toujours très cher. Le temps coûte toujours très cher à la finance. Donc moi, j'arrive donc sur un terrain où je n'entends pas particulièrement parler de la Cité de l'Étoile, mis à part le sous-préfet d'arrondissement qui se déplace à mon bureau et qui me dit il y a un sujet par lequel vous devez commencer tout de suite. Tout de suite, c'était le lendemain ou le surlendemain de ma prise de fonction, c'est la Cité de l'Étoile. Alors évidemment, je me renseigne un petit peu, et puis là, j'entends effectivement parler du retentissement, des problématiques, du retard des travaux, mais quand même de l'importance de la démarche, et parce que évidemment, une instance de classement, comme le disait Philippe Hainaut, c'est pas courant et c'est même exceptionnel. C'est un unicum sur du logement social. Donc, je me renseigne, je regarde, je rencontre les équipes, maîtrise d'œuvre et puis les porteurs de projets, et il me semble que tout va pas si mal, que les choses ont l'air d'être bien en route. Donc là-dessus, je m'endors pas particulièrement, mais je m'occupe des autres chats à fouetter du département, et qui arrivent en grand nombre, et c'est là que les choses sont assez marquantes. La Cité de l'Étoile, il y a un avant la Cité de l'Étoile et un après la Cité de l'Étoile sur l'ensemble des intervenants. C'est qu'arrive l'ANRU 2 avec 35 quartiers du même acabit à prendre en charge. Et là, moi j'étais à ce moment-là en déficience le service était en déficience de 3 agents techniques sur 4, ce qui est énorme. Et je me dis que la seule manière de m'en sortir, c'est d'examiner ce qui a posé problème à la Cité de l'Étoile, ce qui a suscité cette instance de classement, et les démarches qui s'en sont suivies pour résoudre le problème. Alors, le seul point d'interrogation que j'avais sur les 35 nouveaux projets, c'était leur valeur patrimoniale, parce que la Cité de l'Étoile, il y avait eu un travail de mon prédécesseur et de l'administration centrale et de la mobilisation de différents acteurs qui travaillent sur le patrimoine 20e, qui avaient mis en évidence cette valeur qui quelque part, ils en avaient la préconnaissance, une connaissance qu'il fallait simplement porter à l'oreille des financiers, des porteurs de projets. Mais moi, je n'avais que des points d'interrogation sur les autres projets. Et donc, j'ai peu de choses à dire j'ai rien à dire qui apporterait quelque chose par rapport à la Cité de l'Étoile, mais par rapport aux missions de l'architecte des Bâtiments de France et à la manière de gérer l'ANRU, c'est qu'on a mis en place en Seine-Saint-Denis une méthodologie. En fait, on l'a mise en place, non.
on a écrit une fiche méthodologique pour faire un diagnostic patrimonial qu'on a pu mettre en œuvre dans un grand nombre de projets en Seine-Saint-Denis et dans un grand nombre de projets en France, donc qui a été intégré au protocole des études préopérationnelles. Ça a pu se faire parce qu'en face de la fiche, j'avais des métiers, c'est-à-dire que je pouvais dire aux personnes qui géraient en fait le protocole d'études préopérationnelles, cette étude patrimoniale, elle peut se faire par tel type de métiers, architecte du patrimoine, bureau d'études, chercheur, ça peut être l'objet aussi d'un travail universitaire. Et puis j'avais un chiffre, c'est-à-dire que j'avais à peu près le prix de ce que représente une étude préopérationnelle, enfin un diagnostic patrimonial, j'avais une fourchette, donc ça rassurait tout le monde. Et le troisième élément, c'est que je l'avais écrite, pas moi toute seule en fait, j'avais travaillé aussi avec d'autres collègues, avec un langage ingénierie. Parce qu'il faut bien savoir qu'au niveau des études préopérationnelles, il n'y a pas beaucoup d'architectes. Il y a des architectes qui sont dans les mairies, dans les établissements publics territoriaux, dans les collectivités territoriales, mais qui n'exercent pas le métier d'architecte, qui souvent exercent d'autres métiers. D'ailleurs, on ignore souvent qu'ils sont architectes, ils sont gestionnaires d'opérations, etc. Et donc avec ce jargon assez froid, on va dire. Il y a eu une acceptation tout de suite, c'est rentré complètement dans le paysage du cahier des charges des autres études préopérationnelles. Et ça a soulagé énormément le portage des projets, parce que ça s'est fait quasiment de fait, assez aisément. Et puis, au niveau des finances, on a aussi mis en valeur le fait que ça pouvait être intégré dans le matériau de présentation des projets, puisque l'ANRU 2 demande que soit mis en place une maison des projets pour la concertation publique qu'avait expérimenté Emmaüs Habitat. Comme ils ont dû rétro-pédaler, dire à leurs habitants, ben non, c'est pas pour maintenant, c'est pour dans 3 ans peut-être, et pas de cette manière-là. Ils ont fait beaucoup de concertation publique. Donc, la Cité l'Étoile, en fait, a été le lieu de convergence de bonnes pratiques pour mettre en place les protocoles de l'ANRU 2. Donc voilà, je voulais aussi mentionner le fait qu'il y a un partenaire qui n'est pas autour de la table, mais qui est aussi un partenaire de l'État, qui est la direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement, qui fait un travail que je ne fais pas du tout, qui est un travail de veille sur la conformité des programmes qui sont développés dans la rénovation urbaine par rapport aux attendus que eux ont en termes de nombre de logements, le traitement des foyers, enfin bien voir que les ménages sont bien concernés par les difficultés que doit traiter le programme ANRU. Donc tout ça qui est une ingénierie financière, sociale extrêmement complexe que je ne représente pas du tout. Je ne parle pas du tout en leur nom. Simplement pour dire que c'est aussi un partenaire qui veille attentivement à la bonne marche des projets qui sont portés par les bailleurs. J'en ai fini. Merci. Merci. Oui, bien sûr. Juste pour rebondir sur le final par rapport à la drill, il faut bien se rappeler qu'on est dans un PRU première génération, donc lancé en 2003, on va dire signé en 2007, arrêté en 2010, repris officiellement et le nouveau projet relancé en 2013 et qui se déroule maintenant jusqu'en 2020. Donc c'est long, c'est pour ça que c'est après par rapport à la donc on est un PRU1 avec les règles de l'ANRU 1, c'est-à-dire le 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il y avait 763 logements à la Cité de l'Étoile pour Emmaüs Habitat, logements sociaux familiaux. À la fin de notre programme, il y aura 763 logements sociaux familiaux sur Bobigny, puisqu'on a reconstruit un peu hors site, mais il y a les restes à charge pour les locataires sont repris. On est vraiment dans un déroulé d'un programme ANRU standard avec à côté une valorisation patrimoniale très importante qui est un peu plus importante. Et je voulais juste revenir pour la polémique de 2010 ou le sujet. Quand on a l'arrêt du projet, on est donc, si je dis pas de bêtises, le 8 avril 2010, le matin même du comité technique où le sous-préfet vient nous l'annoncer, on est avec les démolisseurs en train de dessiner les dévoiements réseau
pour reconstruire là, et on avait un permis de démolir validé initial, on avait un deuxième qui a lancé l'instance de classement. Et on avait des entreprises, c'est-à-dire qu'on avait des installations de chantier qui arrivaient, on était pour les premières démolitions, voilà. Et donc les gens voyaient, on avait déjà fait donc 20 relogements d'une première cage d'escalier qui est encore vacante, donc qui est restée maintenant 10 ans vacante. Voilà. Et donc il faut aussi se dire que la cité attendait des travaux depuis 99. Voilà, et en réunion publique, quand on a annoncé ça, il y a quand même quelqu'un qui est venu avec un morceau de balcon, du béton du voisin d'au-dessus en disant « Moi j'ai un morceau de patrimoine, qu'est-ce que j'en fais ?» Voilà, et on lui a, et voilà, et c'est vrai que on a eu quand même nous aussi à subir. Sur le moment, ça a été dérouté parce que voilà, c'était déroutant quand même. Ça a été, sachant que les conventions en rue sont signées par le ministère, par des ministères, et c'était un autre ministère qui revenait sur une décision d'un ministère. Il y avait aussi ça. Et donc, et je trouve que les partenaires, alors après, moi je représente Emmaüs, je travaille chez Emmaüs, donc les partenaires et Emmaüs Habitat ont quand même digéré cet ancien projet dont on n'a même plus de traces, c'est-à-dire que plus personne ne sait à quoi il ressemblait. Vraiment un an, je reviens sur le sujet, mais voilà. Et c'est paraît fou, mais il y avait quand même des gens qui avaient travaillé depuis des années sur l'ancien, qui tout s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. J'ai oublié je voulais quand même parler un petit peu des circonstances, c'est-à-dire que l'architecte des bâtiments de France n'a pas un pouvoir de shérif l'architecture dans son département, hein. C'est simplement qu'ici il y a deux monuments que sont donc l'hôpital Avicenne et la gare de déportation. Et alors, même si l'hôpital Avicenne, enfin ces deux monuments ne se voient pas forcément, pas directement, quoique la Cité de l'Étoile avec la gare de déportation, je pense qu'on a une co-visibilité directe avec la tour, et surtout il y a un pont qui passe pas très loin, le pont du tramway, et alors là qui met tout le paysage dans un seul coup d'œil. Donc on a du coup un avis conforme, et là l'architecte des bâtiments de France peut pas s'échapper, se cacher derrière quoi que ce soit, vu la valeur manifeste de l'objet. Il est obligé évidemment qui rédige des avis qui vont dans le sens de la préservation, de la valeur avérée de la Cité de l'Étoile. L'autre chose que je voulais dire, c'est un point sur les couleurs. Effectivement, alors là, on s'est beaucoup amusé sur les couleurs. Parce que on a essayé d'ouvrir un petit peu la porte à un renouveau un petit peu pétillant, et alors là l'architecte est senti la bride lâche sur le colis, et puis il est parti. Je me souviens, vous aviez été assez productif sur les couleurs, mais sur la base de ce qu'on avait trouvé sur place, et donc là j'ai quand même dit non, qu'il fallait aller dans le prolongement, dans l'esprit de la restauration, et qu'il fallait remettre des couleurs qui étaient semblables et aux mêmes endroits que celles qui étaient en place, mais on a effectivement quand même des couleurs qui sont un peu métallisées et qui sont très contemporaines de fait, hein, et qui donnent un peu un nouveau souffle à cet ensemble. Voilà, c'est tout, merci. Sur cette question, je vous propose propose à la salle s'il y a des questions qui se posent. Mais sur cette question de la couleur, je voudrais ajouter une chose pour faire le lien avec ce que vous racontiez, M. Cruz, à propos du morceau de béton qui devient patrimoine. C'est que les travaux de stratigraphie qui ont été menés par David Couéco et François Joseph ont eu, puisque je les ai interrogés là-dessus, voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé, ont eu manifestement un effet extrêmement positif. Et c'est peut-être des leçons à en tirer vis-à-vis de la population, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'habitants se demandaient ce que c'était que ces curieux personnages qui venaient gratter pour retrouver, comme s'il s'agissait d'un temple grec, pour retrouver les couches initiales avec la couleur, et qu'ils ont eu énormément de contacts très très positifs avec les habitants, manifestement. Et le fait de voir ces personnes travailler, pour beaucoup, je pense, a été l'occasion de redonner un peu aussi de dignité, je dirais, à l'ensemble, étant donné qu'on lui marquait une grande marque de considération en faisant ces travaux de stratigraphie. C'est ça, la nacelle pour monter aux étages et arriver au premier, au troisième, sur la tour, etc. Il y a eu beaucoup de succès, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour, Raphaël Labruni. Juste une petite question, quel est le budget par logement en termes d'ordre d'idées? Et la deuxième chose, pour les architectes, en termes d'intervention de façade,
j'ai cru comprendre sur la photographie que vous avez montrée où le rez-de-chaussée est un prototype, que vous venez en sur-épaisseur de ce qui existait déjà auparavant, ou peut-être j'ai mal vu. En tout cas, comment concrètement l'isolation et le bardage extérieur neuf vient par rapport à ce qui existait précédemment, et comment vous avez restitué la modénature des trames structurelles en façade? Moi, je peux répondre déjà sur les façades, hein. Donc, effectivement, on s'est posé la question de l'isolation, puisqu'il fallait qu'on remette dans des normes plus performantes les bâtiments. Et donc, l'isolation par l'extérieur était absolument impossible, puisque sinon, on aurait perdu effectivement toute la modénature, le rythme, les profondeurs dont je parlais, là, le type 1, type 2. Donc, nous, on est systématiquement en isolation à l'intérieur, hein. Et ce que vous avez vu, c'est le prototype où il y avait eu des pignons qui avaient déjà été isolés dans les années 80, de 6 cm à peu près, mais qui avait été faite dans la période auparavant. Donc là, ça fait partie des choses d'ailleurs sur lesquelles on travaille. On essaye d'être vigilant sur certains pignons qui sont des abous où on peut garder effectivement un peu d'isolation par l'extérieur. Par contre, sur tous les endroits où on a nos modénatures, etc., on est systématiquement à l'intérieur, parce que sinon on dénaturait totalement les façades. Sur les coûts, on est autour de, en tous travaux, autour de 60 000 à peu près. C'est ça. Hein. Voilà, on dépasse les seuils techniques de l'ANRU qui sont limités à 50 000 € logement. Donc chaque demande de subvention nécessite une intervention nationale de l'ANRU pour pouvoir obtenir. Donc on dépasse les seuils de 50 000 € de travaux par logement. Alors dans la tour qu'on voit, la tour, il y a une particularité, c'est qu'on l'a complètement désamiantée en milieu non occupé partiel. Donc ça a entraîné des surcoûts de travaux et d'orientation, voilà, ça a été très complexe, ce qui nous a permis, on va dire, de refaire du logement quasi neuf à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'origine dans les logements, du moindre bout de tuyau au moindre fil électrique, et donc il n'y a plus d'amiante non plus. On a profité. Pour la tour, pour les bâtiments bas, on est sur une intervention plus complexe vis-à-vis de l'amiante, donc il n'y aura plus rien en termes de tuyauterie, etc. On refait tout à neuf, on redistribue comme du neuf. C'est-à-dire que là où on était en série, voilà, entre les logements où on pouvait taper du premier étage sur le tableau de radiateur, et vous, au quatrième étage, vous entendiez le morse, voilà, on refait une circulation dans des gaines classiques comme dans du logement qui reprend vraiment toutes les normes techniques de maintenant. Donc oui, c'est ça. La deuxième question, c'était où? Ah, voilà. Bonjour, merci pour votre intervention. Corinna Weber, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, doctorante. Ma question c'est, vous avez beaucoup parlé sur, oui, patrimoine et tout, mais quand même, la partie nord de la cité, en grande partie quand même, sera démolie. Est-ce que vous pourriez un peu parler sur le compromis qui a été fait entre la rénovation et la sauvegarde de la partie qui reste? Merci. Oui, non. Il y a plusieurs orientations, c'est-à-dire que on va laisser partir sur la partie architecturale, les choix architecturaux de prioriser, et puis après nous, en tant que représentants du bailleur et on va dire de l'ANRU Nouveau Quartier, on donnera un deuxième point de vue, mais parce qu'ils sont en parallèle, mais pas. Alors. Oui, juste, j'en ai parlé un petit peu sur la mise au point du projet urbain. Il y avait un élément déjà dans le projet, d'ailleurs ancien, qui était effectivement l'ouverture et le désenclavement de la cité. Donc l'ouverture effectivement vers l'ouest, c'était quelque chose qui nous semblait nous aussi important d'ouvrir, parce que la cité se refermait effectivement sur elle-même. On a pris en compte, nous, l'idée, c'était en travaillant avec, à l'époque, le ministère de la Culture et puis l'architecte des bâtiments de France, Bruno Mangoli, à l'époque, de dire il faut absolument garder
des ensembles, des grands ensembles d'unités dans lesquels on a une perspective globale de la cité. Donc c'est pour ça que l'ensemble du carré rouge et aussi la rue sur la cité de l'Étoile. Donc il y a eu un petit débat, effectivement, final, sur un des bâtiments qui faisait la partie nord de la cité de l'Étoile, et ça a fait partie un peu des compromis qui ont été pris à la fin sur la démolition du bâtiment qui est au nord sur la rue de l'Étoile. Voilà. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ces démolitions, puisque les autorisations ont été données il y a un moment maintenant. Pour comprendre une telle démarche, en fait, il faut revenir sur les photos aériennes de l'IGN de 1959, et il faut comprendre qu'on est sur des projets qui sont innovants, et qui sont un peu enfermés entre soi. L'objectif, c'est de faire de la convivialité des gens qui sont dans cet ensemble, mais pas forcément, voire surtout pas, avec, si on remet cette photo, mais vous l'avez en tête, toute la partie des baraquements qui sont le long des voies de chemin de fer et qui sont du bidonville, en fait. Donc, en termes de portage politique, il s'agit bien de donner comme message qu'on loge dignement des gens qui sont dans ces baraquements et qui vont vraisemblablement en partir. Alors ça, après, je n'ai pas vérifié, moi, je n'ai pas regardé toutes les photos aériennes de l'époque, mais il y a bien une séparation entre l'extérieur, une distinction, on va dire, parce que séparation, il y a un côté ségrégationniste, alors que là, c'est vraiment vers le haut, une distinction entre ces habitants de nouvelles habitations dignes et les habitations, en fait, pas les habitants, mais les habitations qui sont sur le côté et qui sont amenées à disparaître. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte urbain. Et en termes urbains, du coup, le quartier souffre en fait, de la conséquence d'être trop entre soi et de pas assez communiquer avec le reste de la ville. C'est une des problématiques qu'on retrouve couramment dans la rénovation urbaine, où on a des espaces verts qui sont dédiés au grand ensemble, alors que le reste de la ville n'y a pas accès, et qu'à l'époque, on avait cet espace vert comme un cœur d'îlot, alors qu'aujourd'hui, on cherche des jardins publics de quartier qui proposent l'aménité à l'ensemble, à quelque chose de plus rayonnant. Si on peut conclure un tout petit peu, c'est que cette évolution urbaine, en fait, elle souffre de son succès, c'est-à-dire l'augmentation de niveau de la qualité du cadre de vie général dans ces villes. Oui, bonjour, David Peisséré. J'ai une question sur l'étude historique qu'avait faite Richard il y a donc quelques années maintenant. Cette étude, il me semble, avait pris le temps de faire le recueil de toutes les opérations de logement de Candilis. Et je pense que c'est assez peu courant. Est-ce que c'est assez peu courant? Est-ce que c'est une démarche, parce que ça faisait vraiment beaucoup d'opérations de logement qui étaient du coup analysées, comparées, et pour faire ressortir, je pense, le caractère emblématique de celle-là. Et est-ce que le fonds d'archives qui existait, qui était disponible, avait joué un rôle utile dans cette étude? Oui, bon, évidemment, le fonds d'archives avait joué un rôle, mais d'ailleurs, les archives d'Emmaüs ont joué un grand rôle. Hermann Krause, qui est là, avait quand même ouvert les portes, il faut le dire, des archives d'Emmaüs, qui nous a permis, avec les archives, les restes, on va dire, des archives qui existaient à l'IFA, et aussi les archives. Il se trouve que les archives d'Emmaüs sont à Roubaix, au centre des archives du monde du travail, enfin, les archives de la Fondation Abbé Pierre. Et donc, c'est la combinaison de tout ça. Et puis aussi d'arpentage sur le terrain, parce qu'il se trouve qu'il faut se méfier. Il y a quelquefois des opérations, par exemple. Je pense notamment à une opération à Sarcelles, l'opération la plus intéressante, en tout cas la plus proche de son état de référence initial, c'est 50 petits logements à Sarcelles, qui est très proche de l'état initial et qui a été la moins modifiée. Donc qui était indispensable aussi pour mesurer effectivement, et après j'arrête parce que je vois qu'il ne faut pas qu'on dépasse l'heure, mais c'était important aussi pour, on va dire,
dans une logique d'inventaire, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il se trouve que la Cité de l'Étoile était, enfin, l'étude montre qu'effectivement, elle est à la fois singulière et extrêmement caractéristique de cette série, pourrait-on dire, voilà. Mais c'est le croisement du terrain et de au moins trois fonds d'archives qui ont été utilisés. Moi, je peux rajouter que nous aussi, au début de notre travail, on s'est fait le petit tour de France de tous les candidats. Et donc, d'ailleurs, Bagnols-sur-Cèze, qui est vraiment très abîmé, où on ne reconnaît plus rien, alors que c'était contemporain de la Cité de l'Étoile. Par contre, à Marseille, la Viste, il y a des rénovations qui sont intéressantes, etc. Donc voilà, nous aussi, on s'est fait un petit tour, mais sur le terrain. Oui, merci pour votre exposé à plusieurs voix. Régnier Audet. Donc, je voulais juste revenir sur un problème un peu trivial et très domestique, en m'appuyant justement sur ma connaissance de Marseille. Et ça renvoie un peu à la contradiction entre la composition de façade, dont vous avez très bien parlé, et l'intérieur. En particulier, la question de ces impostes vitrés hautes qui, semble-t-il, d'après ce que j'ai vu à Marseille, pose des vraies questions aux habitants. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fermeture de ces impostes. Et donc, voilà, je voulais savoir comment vous aviez débrouillé ça, si vous aviez rencontré le même problème, etc. Alors effectivement, c'est une vraie question et qui nous a intéressés pendant de nombreuses réunions entre nous. Donc effectivement, à l'origine, en fait, le souhait des architectes était d'avoir des fenêtres hautes qui puissent permettre une luminosité profonde à l'intérieur des logements. Donc il y avait vraiment une intention très louable. Ensuite, on allait sur le terrain, on allait visiter les logements et pratiquement systématiquement, elles étaient occultées. Donc je pense que vous avez à peu près le même sujet à Marseille. Donc comment essayer d'allier ces deux problématiques, sachant que effectivement, à certains moments de l'année, cette lumière est vraiment un bénéfice pour le logement. Donc nous, effectivement, il était hors de question qu'on puisse mettre des volets roulants sur ces parties. Ensuite, la seule solution qu'on a pu trouver, finalement, c'était de pouvoir avoir des occultations intérieures qui soient assez praticables pour les habitants, pour qu'ils ne les mettent pas en permanence, parce que ensuite le débat, c'est qu'il y a certaines pratiques à l'intérieur du logement qui font que les gens à un moment occultent ces parties et ne les réouvrent pas parce que ils l'ont fait eux-mêmes et effectivement il faut remonter sur un tabouret, enfin bon, toutes les pratiques qu'on peut imaginer. Donc on a tranché par des occultations intérieures de rideaux. Voilà. Oui, bonjour, Olivier Balaï. Je me posais la question des orientations des logements par rapport au soleil, tout simplement. Donc ça c'est la poursuite de la question. Donc comment c'était géré? Est-ce que c'était géré? Et puis est-ce que vous y avez porté une contribution selon les façades, quoi? Alors, je vais peut-être juste répondre à cette question. Effectivement, c'est vraiment la limite de l'exercice. Nous, au début, on a vraiment fait une étude. On s'est un petit peu mis dans la peau des architectes au départ et on a vraiment essayé de tout étudier. On a étudié même les trames, les dimensions de leurs trames, puisqu'ils étaient à l'économie sur tout. Et la limite de leur système, elle se situe ici. C'est-à-dire qu'effectivement, avec un même logement, on peut arriver à faire de l'urbanisme, on peut arriver à faire des compositions d'espace, de vide, de plein. Sauf que leur astuce, c'est de faire des rotations et de faire des symétries. Et les symétries, on ne pouvait absolument pas les remplacer, en fait. Le système est bloqué de ce point de vue-là. Donc effectivement, vous avez des logements traversants. Donc vous avez systématiquement de la lumière et des orientations qui permettent d'avoir à un moment le soleil. Mais néanmoins, comme d'ailleurs dans d'autres architectures, puisque actuellement on travaille sur du buisson, on a exactement la même problématique. Le systématisme entraîne à un moment d'avoir les séjours qui sont orientés une fois au sud, une fois au nord, ou une fois à l'est, une fois à l'ouest. Voilà.
Voilà, la majeure partie quand même des bâtiments de l'Étoile sont implantés nord-sud, donc avec des orientations est-ouest. Et on a toujours des logements traversants. Donc voilà, et les logements qui sont orientés, les bars qui sont orientés est-ouest, donc avec des vues nord-sud, sont différentes. Elles sont avec des grandes coursives et elles, tous les séjours donnent au sud. Oui, Pierre Ebling, architecte. Je viens de Belgique. Peut-être que ça donnera un peu une orientation de ma question. Vous présentez un grand ensemble de logements et sur la thématique de la journée, je trouve ça un programme exceptionnel, d'autant que vous, les architectes français, j'ai bien compris, sont récemment descendus dans la rue pour des questions de la production future du logement. Je voulais savoir très simplement quelles avaient été les méthodologies de bottom-up, c'est-à-dire en quoi les habitants ont été impliqués, à quel moment, sous quelle forme. Enfin voilà, en quelques mots, comme ils ne sont pas sur le plateau, ils auraient été trop nombreux. Simplement que vous en soyez les témoins. Merci. Alors, le projet s'est donc déroulé en 2 étapes. Donc il y a eu le premier projet où il y avait eu pas mal d'informations. Les gens attendaient, avaient le plan de travaux. Voilà. Puis du jour au lendemain, donc le projet s'arrête. Il y a une information, une explication, et on relance le projet. Et le projet, il est devenu, à cause des contraintes techniques, un projet où tous les locataires, donc on a annoncé quelques informations principales aux locataires, à part les gens au début initialement, à part les gens de la Tour et les gens de la place Epstein, donc les bâtiments modernes, tout le monde devait être relogé. Tout le monde allait changer de logement. Donc on avait quasiment 600 déménagements à faire, soit pour démolition, soit pour restructuration en milieu non occupé pour pouvoir refaire les logements, etc. Donc ça a été, je ne sais pas si je peux dire une concertation, c'était un point. Le projet s'était annoncé comme ça. Donc tout le monde savait qu'ils allaient déménager et récupérer un autre logement. Donc après, il y a eu le timing, le phasage du projet qui s'est là, et les gens qui étaient dans les premiers bâtiments étaient les premiers, et ceux qui étaient à la fin étaient les derniers à attendre encore, d'ailleurs, la démolition de leur bâtiment et donc le relogement. Voilà. Et donc là, on n'est pas... Je peux pas dire que ce soit de la concertation. Il y a eu énormément d'informations, de diffusion, d'informations, d'explications. L'avantage, c'est que depuis 8 ans, ce projet, 7 ans maintenant qu'il est vraiment défini, le projet est très stable pour les habitants. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le bâtiment, eux, depuis le début, leur devenir est stabilisé et le même. Il est très long, mais c'est le même. Donc, il n'y a pas de surprise comme ça. Mais on peut pas... J'appelle pas ça de la concertation. Il y a beaucoup d'informations, de diffusion d'un projet qui rassemble des partenaires, qui a fait des choix urbains lourds, des choix techniques lourds et qui pouvait pas, je peux pas dire que ce soit de la conservation. C'est beaucoup d'informations. Voilà. Après, il y a énormément de présentations, donc le logement témoin, on a fait énormément de visites. Il y a, à partir de septembre dans la Tour, il y a à nouveau un logement témoin en permanence qui sera ouvert avec les caractéristiques de tous les logements, etc. Donc voilà, c'est plutôt sur ce point-là qu'on a travaillé, plus que la conservation.